Bon, Chrony, on se connaît depuis un moment. Et bon, je connais un petit peu les questions essentielles. Donc j'ai proposé de travailler sur la matière, la question de la matière. Et donc j'ai intitulé Matière du monde, matière de l'art. Et je vais essayer de vous expliquer. Alors je suis architecte, mais déviant. Je suis philosophe, déviant aussi, de toute façon. Mais si je vais essayer d'être clair, pour ceux qui sont un peu rétifs à la philosophie, aux abstractions, vous m'arrêtez quand... mais je vais essayer parler clairement, avec des mots simples, sur des choses sur lesquelles j'ai pas mal travaillé en fait. Donc parce qu'à bien y réfléchir, ce dont je vais tirer quand même les fondements un peu de la réflexion, c'est un travail que j'ai mené déjà depuis longtemps, publié essentiellement dans les années 2000, entre 2003 et 2005, et qui a donné ces petits bouquins-là, qui sont donc qui s'appellent L'œuvre et le temps, et en fait où il est beaucoup question de la question de la matière. Et particulièrement dans le 4e, l'architecture, le temps, la ville, mais pas seulement. Donc j'y reviendrai éventuellement. Et puis, on y a travaillé aussi, vous voyez, une revue Poiesis, la matière et l'idée. Donc c'est une thématique, ça, je ne sais plus à quelle époque c'est sorti, ça devait être dans les années 2000. Bonsoir. Bon, et puis j'ai pris quelques bouquins en passant de nos éditions. Cette image que je trouve magnifique de Fernand Pouillon, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est en Algérie, c'est Deir el-Sada. Et quand on voit cette pierre, qu'on voit à Tipasa aussi des carrières de pierre romaines, on se rend compte que cette pierre, c'est la même. C'est non seulement la même que celle des Romains. En réalité, elle vient par bateau, mais ça, c'est de Provence. Ça, c'est un petit aparté, mais sans doute c'est le soleil, mais enfin, tout à coup, on a l'impression de dire, mais on est à la même époque, il n'y a rien qui s'est passé, la matière agit, a une présence, elle traverse comme l'art, elle traverse le temps, et elle donne le sentiment d'une solidarité entre nous et, je sais pas, aux pyramides pour les Égyptiens, ou pour les Romains en Afrique du Nord. Tout à coup, on se rend compte que c'est la même terre. Il y a une sorte de continuité incarnée physiquement par la matière qui nous relie comme si, avec une véritable solidarité, avec ce qui a pu, avec la vie, avec l'esprit, la vie d'un millénaire, 2 millénaires. Il y a vraiment... C'est ce que, sans doute, certainement, Aristote, donc le philosophe antique, avait dans l'idée quand il disait que les deux continuum, chacun, ça se comprend, qui permettaient aux hommes, au sens générique du terme, d'être absolument différents. C'est pas ce que disait Aristote, mais enfin depuis tout à fait autre, et cependant ensemble, dans le même monde, c'est la matière, d'une part, et c'est le temps de l'autre. Et ça, c'est vraiment une chose qui était assez essentielle. Surtout si on se rend compte qu'à bien y réfléchir, la matière, c'est du temps incarné. Et qu'on aurait bien du mal à distinguer absolument les deux. Et ensuite, mais j'y vais un peu dans le désordre, cette matière, lorsqu'elle est mémoire touchant les hommes, c'est qu'elle est elle-même, elle enregistre les traces de l'œuvre, du travail. Dans la pierre, c'est les traces du sciage, c'est les traces du tailleur de pierre, c'est les traces de l'usure, les traces climatiques, mais c'est aussi beaucoup de traces de l'homme. Et donc, elle nous parle du temps. Et tout ça est tellement... en fait... En gros, on a plein de mots, on a plein de concepts, mais tout ça, si on y réfléchit bien, ça ne dit qu'une chose, une chose qui est indicible, et tout est dans tout, comme on dit. Bon, maintenant on est bien obligé pour parler de distinguer les choses, mais
Finalement, ce sont souvent, c'est toujours une opération plus ou moins d'abstraction. Bon, donc, je vais essayer d'être un peu plus méthodique. J'avais fait, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire une première proposition. J'avais dit à Arnaud que je proposais d'évoquer notre rapport à la matière du monde. Donc, ce que je viens de dire, c'est la matière, le continuum par lequel nous sommes autres. Alors Lévinas, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, enfin bon, on a mis du temps avant d'admettre, de penser vraiment l'altérité, comme dirait un philosophe qui s'appelle Lévinas, qui lui, il a posé une altérité radicale, irréductible entre l'un et l'autre. L'autre est irréductible à soi, à un même en fait. Et donc ça, c'est une idée assez récente qui se discute, mais c'est très important si on se pense comme irréductibles les uns aux autres, eh bien, ce continuum dont je parlais à l'instant, c'est cette matière. À partir de Descartes, on a parlé d'espace, mais en fait, on a perdu énormément en réduisant la matière à l'espace. On est tombé dans les abstractions, dans un espace particulièrement abstrait et vide. Et donc, nous sommes autres et cependant ensemble, partageant un même monde. Et ça, c'est grâce à la matière, et je le disais, c'est grâce au temps. Et cette matière du monde, c'est aussi la matière de l'œuvre. Et alors, on peut entendre œuvre au sens très large, c'est-à-dire l'œuvre du monde. Finalement, la création, c'est-à-dire ce qu'est le monde comme œuvre, mais non pas des hommes, ni d'un dieu, des miurges ou autre, mais c'est une œuvre de la nature, on pourrait dire. Bon, enfin, en tout cas, c'est une œuvre, c'est-à-dire quelque chose qui travaille, qui ne cesse d'être en travail, d'être travaillé par d'autres forces. Donc, c'est la matière de l'œuvre. Mais en ce qui concerne la matière de l'œuvre humaine, des hommes, c'est un moyen de la participation. Et quand, je ne voudrais pas trop développer immédiatement, mais finalement, quand je dis souvent que les tags et les graphes qui existent depuis la plus haute antiquité, il ne faut pas gratter les murs et laisser son nom, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais la recrudescence dans les cités de marquage ou de graphes ou de tags, ça correspond quand même à un symptôme particulier, et ce symptôme, c'est celui d'un problème d'existence. On veut exister. Donc, si tout à coup, tout le monde m'ignore, tout le monde voit au travers de moi, je n'existe plus, je traverse la vie comme n'étant pas, alors je vais marquer mon nom sur un mur. Je marque mon nom sur un mur. À ce moment-là, moi, je vois que j'existe dans ce monde puisque mon nom y est inscrit. C'est pas rien. Mais en plus, en faisant cette opération, je mets mon nom sur le mur et tout le monde voit que j'existe dans ce monde puisque mon nom, il le lit sur le mur sur lequel j'ai inscrit. Et tout à coup, se crée une solidarité par cet acte-là, de laisser sa trace dans le monde, se crée une solidarité par laquelle, dans ce monde, nous participons et les autres reconnaissent, il y a un principe de reconnaissance. Donc là, je vous parle de graphes mais en fait, toute œuvre répond à ce besoin fondamental de coexistence, de participation du monde. Et à mon avis, c'est un grand drame que de se retrouver dépourvu de cette faculté, non seulement de la création, comme on disait à l'époque romantique, mais des créations toutes simples, de la simple possibilité d'œuvrer, de participer à l'œuvre collective, à l'œuvre commune de notre monde. La simple fait de pouvoir y participer, c'est une chose dont on ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point elle est essentielle. Et ceux qui sont dans des situations, je pense que ce n'est pas, vous ne l'êtes pas majoritairement, mais il faut bien, si vous n'êtes pas du tout dans cette situation, il faut bien penser qu'il y a des gens qui le sont complètement. Quand on est dépourvu d'activité, d'emploi, de vie sociale, et dans un logement dans lequel on n'a pas le droit de planter un clou dans le mur, sinon... à la fin, on traverse la vie sans laisser aucune trace, on disparaît, et le monde n'a pas été informé de notre existence, en quelque sorte, ni le monde ni les autres. Vous voyez, donc il y a quelque chose au travers de cette matière, de cette empreinte, qui est quelque chose de vraiment essentiel
au fait de partager un même monde et tout simplement pour l'existence, pour la solidarité humaine. Donc, ça, je dis ça parce que la participation, bon, nous, on est très très engagés sur les questions de participation au sens classique du terme, dans l'habitat, dans la ville. Bon. Mais tout ça, comment dire, ça s'enracine dans quelque chose de très fondamental, de très essentiel, qui a mis notamment, pour ceux qui connaissent Simone Weil, le philosophe, qui a très bien mis en exergue, c'est une première à l'avoir exprimé de manière absolument splendide, que toute société qui ne donne pas à ses citoyens la possibilité de participer à l'œuvre commune ou d'avoir le sentiment de participer au choix et à l'œuvre commune, est tarée et doit être transformée. C'est clair, c'est simple dans l'enracinement et c'est absolument essentiel. Et en France, comme on dit souvent, c'est le pays où on en parle le plus et où on le fait le moins. On ne sait pas faire la participation en fait. On essaye, mais... Donc en quelque sorte, la matière de l'œuvre est le moyen de la participation. Et c'est, autrement dit, j'emploie un grand mot, c'est le moyen d'une communion. Non plus une communion par l'esprit, une communion éthérée, communion des saints, qui vaut en soi, je n'ai aucun mépris, surtout pas, pour ce mode de communion religieuse, spirituelle, etc. Mais c'est une communion dématérialisée. Mais là, par la simple œuvre et le partage d'une terre, et le partage d'une œuvre collective, on a tout à coup une communion par les corps. On a un rapport immédiat avec la terre, avec l'œuvre commune. Et là, il y a quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été suffisamment... Quand je dis suffisamment, c'est une clause de style. À mon avis, très très peu, sinon pas prise en compte. J'ai travaillé longuement dessus, si vous voulez, en essayant avec un peu de la rigueur requise à l'université, n'est-ce pas, pour faire un doctorat, et donc de lire tout ce qui a pu toucher. Donc je suis à une certaine mesure en situation de dire que ça n'a très très peu été traité. Peut-être Valéry, qui n'est pas un philosophe, sait vraiment parler de la matière. Un philosophe qui s'appelle Alain a touché certaines choses, mais sinon c'est rarissime. Et on pense souvent les abstractions déconnectées hors de la question de la matière. Donc pour moi, c'est une question orpheline. Enfin, je ne vais pas développer trop, mais bon, on y reviendra s'il faut expliquer pourquoi, depuis les origines, depuis Platon, la grande figure fondatrice de la pensée, de la philosophie occidentale, la matière est méprisée. La matière, c'est la cora, c'est l'informe, c'est... Voilà. Et ce qui compte, c'est le pur cristal, la transparence de l'intelligence, etc. Mais dès que c'est opaque, c'est plastique, c'est indéfinissable, c'est quelque chose de méprisable. Bon. Il y a aussi, donc, ce que je te proposais, c'était de développer une critique corollaire sur ces questions-là des idéologies et du rapport techno-industriel au monde. Parce que la façon dont on traite la matière aujourd'hui, par exemple, enfin aujourd'hui, depuis la révolution industrielle, Valéry en parle très bien dans Eupalinos, il dit on emploie de la matière qu'une dimension seulement et tous les autres on les nie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour la production industrielle? Elle cherche une qualité seule dans la matière, mais elle va nier toutes les autres. Et la matière la plus parfaite pour la production industrielle, c'est une matière sans qualité, on pourrait dire, ou avec une seule qualité, et qui est homogène, ductile, soumise, qui n'a aucune hétérogénéité, aucun caractère finalement, aucune possibilité de résistance inattendue. Donc ça, c'est surtout quelque chose qui ne nous surprend pas. Parce qu'un process industriel, c'est zéro défaut. Donc il faut que dès le départ, on sache ce qui va en sortir. Donc de cette façon-là, il n'y a jamais aucune création dans un process industriel. La création, elle est avant dans la tête au design initial, si vous voulez. Or, si on y réfléchit bien, ça, c'est quelque chose d'assez terrible, parce que tout à coup, on nie le temps. On nie le temps de la Genèse, on nie le temps de la transformation,
Alors, il y a un philosophe qui ne voulait pas tellement qu'on l'appelle philosophe d'ailleurs. Historienne, elle se disait, mais enfin quand même, c'est Hannah Arendt, qui a fait un ouvrage assez connu, son plus connu que La condition de l'homme moderne, dans laquelle elle distingue le travail, c'est on digère, on travaille, la nature est en travail, l'œuvre de l'artiste et la politique, la parole et l'action. Alors, je ne suis pas tout à fait dans cette ligne-là, mais c'est assez intéressant de comparer, de faire le parallèle entre, ou la confusion, entre la question de politique et la question de l'œuvre artistique. Et donc, elle disait en quelque sorte, si le politique se met à concevoir la politique comme un artiste fait son œuvre, alors c'est le totalitarisme. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que la figure parfaite du totalitarisme, c'est la production industrielle. Parce que le sujet qui agit suppose la totale soumission de ce sur quoi il agit. Et si vous transposez entre l'art politique et le peuple, à ce moment-là, ça veut dire que l'art politique agit sur un peuple qui doit être ductile, soumis, homogène, qui ne réagit plus, qui n'a pas d'énergie propre, et que la technocratie dans sa splendeur absolue, issue de ce modèle industriel, de ce paradigme industriel, on pourrait dire, c'est une forme de totalitarisme rampante et qui est partout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le nazisme ou le stalinisme. On a partout à l'œuvre des tendances à réduire tout ce qui est du vivant, tout ce qui est de la politique à faire aux affaires humaines, à le réduire à un parfait process industriel qui serait garanti. Et donc, bon. Donc, si vous voulez, on peut entendre matière en un sens très large. Tout ce qui résiste, en fait. Moi, j'ai tendance à dire la matière, c'est tout ce qui résiste, tout ce qui est susceptible de garder une empreinte. Et donc, de la considération que l'on a pour la matière de l'œuvre, on peut dégager absolument toute une philosophie et qui est plus ou moins attentive au monde, plus ou moins à l'écoute du monde. Bon, j'y vais un peu dans le désordre et je sens que je vous perds un petit peu. Alors le texte que j'ai un peu développé, je vais le reprendre pour essayer de un peu plus méthodique. Il s'agira de revenir à notre rapport à la matière du monde en la considérant tout autrement que ne le fit la tradition philosophique et le paradigme industriel moderne. C'est à peu près ce que j'ai dit, non? Donc, pas trop écarté. Soit une matière homogène, ductile, sans vie propre, sans résistance, sans mémoire, ni histoire. Il faut bien peser tout ça. Ce que ça veut dire, s'il n'y avait plus de matière, il n'y aurait plus de mémoire. Matière-mémoire, pour ceux qui ont lu un peu Bergson, qui est vraiment un repère aussi très important. Une matière dont la seule qualité, finalement, serait de se soumettre entièrement à nos idées et nos volontés. C'est la chora de Platon. Donc, chora, c'est le mot que Platon donne à cette matière qui est le réceptacle universel de tout. Pour lui, vous savez, c'est les idées, les forme aidos, qui est parfait dans le ciel, etc., et qui s'imprime dans la matière du monde, la chora, donc qui est ce dans quoi on pose l'empreinte, mais et qui est une réalisation dégradée de l'idée. Dégradée. L'empreinte de l'idée est inférieure à l'idée, évidemment, chez Platon. Et l'autre effet du mépris de Platon aussi, c'est le temps. Le temps n'est qu'une... Alors, la fameuse phrase, c'est une image mobile de l'éternité parfaite. Donc le temps est une illusion, le temps est secondaire comme la matière et comme l'autre, l'altérité chez Platon. Donc vous voyez qu'on revient
C'est un peu le triptyque qui revient régulièrement dans ce travail-là. L'autre, la matière, le temps. Altérité, matérialité, temporalité. Ces trois notions-là, elles ont été occultées par notre tradition philosophique occidentale. Et je parlais de Platon parce que c'est quand même lui qui est à l'origine de ça. Avant Platon, ce n'est pas le cas. Aristote, c'est déjà autre chose, il s'engage sur le terrain de... Mais Platon a fondé notre rapport à l'altérité, à la matérialité, à la temporalité, d'une manière telle qu'on a occulté ces choses-là dans notre tradition. Il faut bien se rendre compte que quand je dis « nous », c'est vraiment nous, c'est-à-dire c'est la Grèce, c'est Rome, c'est l'Occident, c'est le... Voilà. C'est pas du tout la même chose dans les autres traditions, en Inde, en Chine, partout où vous allez chercher dans les traditions anciennes, c'est tout à fait autre chose. C'était comparable, comparable à avant Platon, mais on a vraiment pris un chemin tout à fait particulier. Donc, si vous voulez, tout ce qui est rapport technique, paradigme industriel, la domination aujourd'hui sans partage de la technique sur la nature, l'assujettissement de la nature au sens large, nature physis en grec, cet assujettissement de la nature à la pensée technique, c'est un fruit de toute cette tradition dite aujourd'hui moderne, issue du platonisme. Donc c'est des questions qui sont très importantes et qui sont négligées. Donc j'ai dit l'autre, on en a parlé tout à l'heure. Arriver à concevoir, je ne sais pas pour ceux qui s'intéressent à la physique quantique, mais quand vous avez une chose, il y a un principe, je crois que c'est Fermi qui avait mis ça à jour, c'est quand une chose est à une place, eh bien, elle ne peut pas être, il ne peut pas y avoir autre chose à cette place-là. Je ne me souviens plus le nom du principe, c'est très bête, hein ? C'est très bête, mais c'est vrai. Donc, si vous voulez, à partir du moment, très simplement, on conçoit bien que selon qu'on est là ou là, on n'est pas le même. Et par l'identité, on peut s'imaginer, oui, c'est le même. Mais en réalité, on n'est pas le même parce que la raison, au sens grec, c'est le rapport aux choses, le rapport au monde, est différent puisqu'on n'est pas à la même place. Si on entend ça dans les questions dont je parlais tout à l'heure de participation, on est là, on est là, on est là, et bien on ne pense pas pareil. On n'est pas dans la même position aux autres. Donc, notre raison est irréductible. Chacun a sa raison, pour le dire autrement. Donc ça veut dire quoi? Que la raison universelle des Lumières, qui à la Révolution française a été consacrée, sacralisée, il y a une religion de la raison, vous le savez, hein, l'être suprême, la raison sacrée, c'est devenu quelque chose qui s'est substitué à la religion. On a remplacé la religion par une autre forme absolument religieuse, on l'a vu par la suite, fondée sur une certaine idée de la raison. Mais c'est la raison universelle des Lumières, c'est-à-dire la même pour tous. Donc quand il y en a un qui a raison, tous les autres ont tort s'ils ne sont pas d'accord. C'est pour ça qu'après, vous avez des politiques qui vous disent « Vous seriez tous d'accord contre moi ». Et je pense à un politique notamment, que vous connaissez tous, mais je ne dirai pas. Mais c'est un exemple, en fait, ils pensent tous plus ou moins comme ça. Et qui dit « Mais si, comme ça, vous seriez tous d'accord, c'est encore moi qui aurais raison ». Parce que vous ne serez jamais que l'addition des intérêts particuliers, tandis que moi, je suis l'intérêt général. Et là, on tombe... Mais c'est très banal, ça. En réalité, vous le trouvez partout. Hein. Il y a un autre personnage politique éminent dans la même position que l'autre, mais dont je ne dirai pas plus le nom. Mais M. Gruet, mais l'intérêt public, c'est moi. Mais avec le cri du cœur. Mais comment pouvez-vous prétendre vous soucier, vous préoccuper, mais l'intérêt public, c'est moi. Et donc, ça, vous le trouvez partout. Droite, gauche, une espèce de... Mais ça, c'est dans notre culture, dans notre mentalité, si vous voulez. Donc, c'est beaucoup plus profond qu'on ne pourrait l'imaginer, cette idée qu'il n'y a qu'une raison. Et donc, quand je parlais de raison au sens des Grecs, c'est la mesure. C'est-à-dire, on est dans cette position, eh bien, on est dans un rapport de mesure au monde, et ça, on ne peut pas avoir l'un et l'autre la même mesure. Donc là, je parlais de l'autre. La matière, puisque c'est le sujet un petit peu qui m'occupe, tout ça est lié. L'autre, la matière, le temps, finalement, c'est un triptyque qui est indissociable.
comme une trinité, si j'ose dire, c'est-à-dire c'est 1 et 3 à la fois. Mais la matière, si on entend bien la matière, je faisais des parallèles tout à l'heure avec la politique, etc., pour bien qu'on se rende compte que ce n'est pas seulement la Terre, c'est beaucoup plus que ça. Et dans la Terre, il y a déjà tout. Et que la matière, c'est ce qui résiste en réalité. Mais si tout à coup vous niez ce qui vous résiste, comment pouvez-vous exister? Je vais prendre un trait très bête, s'il n'y a pas de plancher qui résiste à tombe, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Si je veux travailler, si je ne rencontre rien qui s'oppose, aucune résistance qui s'oppose à mon action, je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire œuvre. Je suis comme un espèce dans le vide. Donc, l'altérité, le rapport à l'autre humain, c'est une résistance aussi. Mais si vous n'avez pas, dans la figure de l'amour, par exemple, si vous n'avez pas l'autre, la figure de l'amour fusionnel, c'est évidemment une fiction. Mais en réalité, l'amour est... Alors là, j'ai parlé de la matière, du corps, etc. Je parle de l'amour dans tous les sens du terme. S'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas ce corps à corps avec l'autre, ce corps à corps avec le monde, par lequel seulement on existe. Alors c'est sûr que si on est dans les pures idées, le pur esprit, etc., on est comme un moulin à vent de la pensée, rien ne nous résiste et on fabrique des mondes chimériques. Mais en réalité, le monde que l'on partage, il est matériel. Vous pouvez créer tous les mondes virtuels que vous voulez, par les outils numériques, notamment, mais pas seulement, en imagination, on l'a toujours fait à tous les créateurs, toutes les fictions, tous les gens qui créent des mondes. Vous pouvez créer tous les mondes que vous voulez. Ils ne se rencontreront pas, ils ne se feront pas la guerre, puisqu'ils sont en dehors, ce sont des fictions, ce sont des créations de l'esprit, immatérielles. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble et qu'on partage un même monde ? C'est le fait que, là, on est sur le même plancher, sur la même terre, et que ça, on le partage nécessairement. Donc, vous voyez la dimension fondamentale, symbolique, on dirait, mais c'est plus que symbolique, c'est réel, de la Terre, c'est qu'elle est commune. Donc, par la Terre, par la matière, nous partageons un même monde. Et si nous abdiquons de ce, si nous renonçons à considérer ce par quoi nous sommes ensemble, à ce moment-là, on vit dans d'autres mondes, mais il n'y a plus de possibilité de vivre ensemble, d'être ensemble. Or, c'est quand même aujourd'hui une question majeure de vivre ensemble, qui est de plus en plus majeure, et quelquefois même devient énormément problématique aujourd'hui. Donc, ce fait que ce monde-là, matériel, est comme le temps, c'est-à-dire sa dynamique, son devenir, c'est une chose que nous partageons, c'est vraiment une question tout à fait essentielle. Et puis enfin le temps, la temporalité, le troisième élément, mais tout ça est lié, je vous le disais. Le temps, c'est ce qui, quand l'un agit sur l'autre, l'altérité, que l'autre résiste, résistance matérielle, vous voyez, tout est lié. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a de l'œuvre, il y a donc, on est dans la temporalité, et ce qui est engendré de cette façon-là, le monde, l'œuvre, ce qui reste, ce qui se transforme, c'est, comment dire, il a une qualité temporelle, c'est-à-dire que sa qualité exprime une temporalité toujours, un devenir. Il exprime l'œuvre, il exprime, pour prendre le travail, la main de l'ouvrier, de l'artiste, l'action. Vous connaissez Klee tous, Paul Klee. Vous savez ce que disait Paul Klee, c'est tout à fait fondamental, c'est qu'en fait, on fait un tableau, on ne sait jamais quand il est fini, parce que ce qui compte, ce n'est pas du tout la fin. Il n'y a pas de finalité du tableau. Ce qui compte, c'est la trace de l'acte. C'est la trace de l'action. Et donc, il n'y a pas de raison de s'arrêter, il n'y a pas de raison de s'arrêter là où on s'arrête.
parce qu'on sent que peut-être il faut s'arrêter, mais ce n'est pas très facile à définir. Mais ce qui compte, c'est pour ça qu'il dit dans son journal, il dit « la voie est au-dessus du but ». La voie est au-dessus du but, ça a des conséquences immenses. C'est fini aussi Aristote là, qui disait que la nature n'agit qu'en vue d'une fin. Ça fait longtemps que, heureusement, on s'est rendu compte que non. Et donc la voie est beaucoup plus importante que le but, et la trace est beaucoup plus importante, et cette trace est conservée dans la matière, et la matière, c'est la mémoire du monde, c'est notre mémoire commune. Donc vous voyez tout ce que, je ne sais pas si j'arrive à vous faire sentir, tout ce que recèle d'essentiel pour le vivre en commun, pour la mémoire commune, pour l'urbanité, pour l'architecture, pour l'œuvre, pour l'art, mais d'une façon absolument, omniprésente dans tout ce que l'on partage, tout ce qui fait qu'on est homme, au sens générique, c'est-à-dire qu'on appartient à une humanité. Tout ça, c'est la matière, altérité, matérialité, la matière du monde, et la temporalité qui est ce qui nous raconte notre histoire. Ce qui nous raconte nos histoires, qui sont une et multiples et infiniment multiples à la fois. Il faut qu'il y ait de la trace, sinon il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mémoire. Et cette histoire, cette mémoire, c'est aussi la culture, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Voilà. Donc, si tout à coup on dit, en architecture, il y a une époque qui est un peu révolue quand même maintenant, où la mode, c'était de faire des constructions immatérielles. Plus ça ressemblait aux images de synthèse numérique, les bâtiments, c'est-à-dire paraissaient n'avoir plus de poids, d'être des pures surfaces. Il y a un mythe d'ailleurs, à un moment donné, il y avait des éminents architectes qui disaient mais l'architecture c'est plus tridimensionnel, c'est ringard. Ce qui compte c'est c'est des surfaces. Et donc tout à coup, on perdait l'espace, on perdait la résistance, on perdait la matière, Et là c'est quand même une espèce de mythe, à mon avis, assez dramatique. Donc la Cora de Platon préfigure ainsi la matière humaine dans les conceptions politiques totalitaires du XXe siècle, ou bien les ressources humaines. Alors, ressources humaines, vous connaissez le terme. Hein. J'ai même entendu un type qui, sans vergogne, l'autre jour à la radio, parlait, un spécialiste, attention, qui parlait de matière humaine. Mais matière humaine, telle que j'en parle, pourquoi pas? Attention, parce qu'avec ce qu'on se traîne de paradigmes techniques et industriels, parler de matière humaine, moi, ça me met mal à l'aise. Donc, ces ressources humaines, dans une vision, en fait, derrière ces concepts-là, il y a une vision thermodynamique. Vous savez, comme dit mon ami Paul Blancard, type formidable que peut-être, sans doute, vous ne connaissez pas, qui est un philosophe, théologien, sociologue, 68 arts, militant écologiste extrême gauche, assez radical, mais qui est très, très éminent, mais qui est assez âgé maintenant. Bon, et il dit, à propos de la vision thermodynamique, c'est ce qu'est la thermodynamique, hein, rien ne se perd, ça circule, il y a des équivalences, ça passe dans des tubes, et il en ressort toujours, il dit, il y a un monde, d'un côté il y a les entubeurs, et de l'autre il y a les entubés. Et c'est une analyse très rigoureuse, hein, mais c'est très juste en même temps. Hein. Ou alors aussi, il y a le modèle thermodynamique, il y a le modèle cybernétique. Et en fait, tout ça, c'est toujours aussi technocratique, c'est-à-dire la technique qui domine. Donc, je parle bien de la technique, je ne parle pas de la technique de l'art, où l'outil et la technique est assujettie à l'instinct créatif, hein, à la sensibilité de l'artiste. Je parle de la technocratie, comme on parle de technologie, c'est-à-dire tout est procéduré, tout est rigoureusement... il n'y a plus d'imprévisibilité. Et là où il n'y a plus d'imprévisibilité, il n'y a plus de création. Non ? Il n'y a plus d'imprévisibilité, il n'y a plus de création. Et ça, on n'a pas tout à fait pris la mesure, ça, parce qu'on a chassé l'imprévisibilité du monde. Ça, c'est très ancien. On a peur de la mort, on a peur de la souffrance, comme disait Schill, donc on veut l'éviter. Donc on a construit sans cesse des murs contre le temps, contre le devenir, contre ce temps imprévisible. On en a fait un paramètre dans une équation mathématique, on en a fait des choses qui sont totalement abstraites de la réalité pour se protéger de l'imprévisible, de l'angoisse de ce qui... Pardon, je sors ça, mais je crois que c'était mon portable. Non, il faut que je laisse là.
Bon. Alors, au contraire, nous proposons de reconnaître aujourd'hui dans la matière, c'est-à-dire la Terre et tout ce qu'elle produit, mais aussi les êtres vivants et tout ce qui résiste à nos rêves utopiques, à nos idéologies. Les idées, c'est Platon, la logique, c'est plutôt Aristote. Donc vous voyez, on a les deux piliers fondateurs de notre culture, idéologique. Et ça, c'est quand même... Et donc, nous proposons de reconnaître aujourd'hui dans la matière, ce que je viens de dire, ce continuum qui permet aux hommes d'être irréductiblement autres et cependant ensemble, partageant un même monde. Là, je procède le matraquage. Ça fait 3 fois que je le dis. J'ai fait l'introduction. C'est clair. Bon. Parce que moi, je croyais qu'avant, c'était que des choses intelligentes, mais je m'aperçois que c'est très, très important là, de redire les choses. Il n'y a aucun mépris dans ce que je dis, parce que je m'aperçois que je me fais complètement des illusions. Je me suis longtemps fait beaucoup d'illusions sur la puissance de conviction que pouvait avoir la seule virtuosité de l'intelligence. Pas du tout. Les gens, ah oui, oui, c'est bien, et puis ils repartent, puis ça reste comme avant. Parce que la culture, j'ai entendu ça chez des spécialistes de la mémoire, etc. La culture, c'est ce qu'il y a de plus lourd, de plus durable à faire bouger, c'est quelque chose de... Bon. Mais alors, je continue sur la matière, et puis j'espère que je ne suis pas trop long, vous m'arrêtez si... Et puis surtout, s'il y a une question, n'hésitez pas. Mais c'est aussi la matière de nos œuvres. Je déroule le propos, matière du monde, matière de l'œuvre, matière de l'art. Mais c'est aussi la matière de nos œuvres, que ce soit celle de la table ou de la place publique, autour de laquelle nous pouvons nous réunir et nous reconnaître mutuellement. Je m'arrête pour développer. C'est encore Hannah Arendt qui dit ça, et ça me paraît absolument fondamental. Je disais tout à l'heure, vous voyez, on a un plancher là, un sol qui nous relie, c'est une matière qui fait que nous sommes dans le même monde. Parce qu'il y a un espace, et il y a quelque chose entre nous qui nous relie. Et vous pouvez dire très bien ça de la table, mais là, ce n'est pas le cas, je suis tout seul, ma table. Mais quand il y a une table, facile à imaginer, ça nous arrive tous les jours, et autour de la table, on est plusieurs. Ben, cette table, elle nous sépare, autour de la table, mais elle nous réunit en même temps. Et elle crée, par sa distance, sa présence, sa matière, sa résistance, elle crée l'espace à la fois d'une séparation et à la fois d'une communauté. Vous voyez, comme les choses sont pas antinomiques, c'est ensemble. Ça crée l'espace de l'être ensemble. Et vous pouvez dire ça de la table, vous pouvez dire ça de la place publique, vous pouvez dire ça de la terre, etc. Et il faut qu'il y ait quelque chose. Sinon, je parlais de Lévinas tout à l'heure, il a écrit « Le temps et l'autre ». Un ouvrage magnifique. Mais il manque un troisième terme fondamental qui est ignoré, en général par la philosophie, c'est la terre. Enfin, je dis au sens générique. Donc, la place publique autour de laquelle nous pouvons nous réunir et nous reconnaître mutuellement. Matière, c'est aussi la matière de nos œuvres collectives, telles que nos architectures et nos villes, qui scellent un pacte social local. Je reprends le pacte social, ça résonne pour ceux qui connaissent Rousseau, sauf que Rousseau, c'était le peuple souverain, etc. Là, je parle de pacte social local. Ça scelle un pacte social local. Et jusqu'aux productions culturelles elles-mêmes. Alors, quand je parle de production culturelle ici, le juridique, par exemple, c'est de la matière. La production juridique, c'est de la matière. Toutes les productions culturelles, intellectuelles, tout ce qu'on... C'est là, c'est mort, ça résiste, il y a là-dedans, il y a de la mémoire, il y a quelque chose qui est lourd, et c'est quelque chose qui a un statut, au sens large, de matière. C'est pour ça qu'un type comme Georg Simmel, qui est un philosophe sociologue allemand du début du XXe siècle, a écrit un petit texte qui s'appelle « La tragédie de la culture ». Et il dit une chose très intéressante, mais à mon avis d'une façon trop négative, mais tragique, c'est qu'il dit en fait, on passe notre temps à produire des choses, production, création de l'esprit, et ces productions culturelles, donc, au bout d'un moment, s'opposent
à une nouvelle production. Et on crée des choses qui, au bout qui deviennent ce qui résiste le plus au changement. Je ne sais pas si c'est clair. Le monde que nous créons pour nous, c'est quelque chose qui ensuite résiste quand on veut le changer. Et donc il y a cette dialectique nietzschéenne du « pour créer, il faut détruire ». Et donc on se heurte à quelque chose qu'on a produit nous-mêmes. On produit des choses qui s'opposent à nous après. Et donc il trouve ça tragique. C'est pour ça qu'il parle de la tragédie de la culture. On produit de la culture, et la culture, ensuite, on est complètement... Bon. C'est vraiment une chose, une considération essentielle. Sauf que je pense que c'est une... Moi, je ne la vois pas de façon tragique, puisque je pense qu'au contraire, c'est une condition de notre création. Parce que si vous n'avez plus rien qui vous résiste, encore une fois, vous ne pouvez rien créer, vous ne pouvez rien laisser, vous ne pouvez pas exister. Ça va loin, hein, on ne peut pas exister si on ne rencontre pas rien qui nous oppose. C'est pour ça que la question de chez Nietzsche, la question de l'ennemi, du respect de l'ennemi, de la considération de l'ennemi, c'est fondamental, ce n'est pas un truc moral. C'est juste qu'il faut respecter ce qui s'oppose à nous. C'est la condition de notre existence. Et si vous niez l'autre, le problème du nazisme et de tous les délires destructeurs, si vous niez l'altérité, ce qui s'oppose à vous, vous vous suicidez en même temps. Vous niez ce qui vous permet d'exister. Je ne sais pas si c'est... donc ça va très loin, ça. On est toujours dans la question de la matière. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, je dis les productions culturelles elles-mêmes, sauf, j'ai évoqué tout à l'heure, les mondes virtuels, les fictions, les chimères de notre imagination et de nos productions numériques qui peuvent être infinies sans jamais se rejoindre pour former un monde commun. On peut les croiser, mais enfin, spontanément. Tandis que là, notre monde, on ne peut pas le différence. Soit également la matière de l'art, au sens très général du terme. Cette matière, disions-nous, est ce qui nous permet d'entrer en relation avec le monde par l'empreinte, ce que je disais tout à l'heure, l'empreinte de nos actions qui subsistent en elle, en la Terre, durablement, et nous renvoie à nous et aux autres le témoignage de notre existence. C'est ce que je disais au début, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est-à-dire qu'en écrivant notre nom sur un mur, on existe pour nous-mêmes et pour les autres, et on scelle tout à coup, symboliquement, notre existence au monde. Et quand on n'a plus que ça, on le fait. Et c'est normal, et c'est symptomatique, je dis, ça veut dire plus on le fait, plus ça veut dire qu'on manque de cette reconnaissance. Et comme de tous ceux qui ont œuvré avec nous dans la matière d'une œuvre collective d'un site. Voilà. D'où l'importance fondamentale de la participation. De telles œuvres sont alors témoins de l'accord des hommes avec le monde, chacun singulièrement et tous ensemble dans une indéfectible solidarité. C'est pour ça que dans la participation, moi je répète toujours, vous connaissez sans doute l'idée ou la phrase on trouve ça en psychanalyse ou chez Valéry, dans le Palinos, encore une fois, chez Valéry, où dit, je crois que c'est Socrate qui dit « Je crois qu'à force de construire, je me suis construit moi-même ». Vous connaissez un peu ce balancement, c'est en faisant qu'on se construit soi-même. Eh bien ça, pour moi, c'est absolument transposable à l'échelle collective. C'est en construisant ensemble que l'on se construit comme communauté. Je parle de communauté toujours d'avenir. Et donc il y a une relation. Et donc si on veut faire la ville comme on l'a fait aujourd'hui, c'est-à-dire quelques spécialistes qui décident de tout et la plupart des gens qui ont le sentiment que tout se fait sans eux, sans participation aucune, eh bien on ne fait pas communauté. Alors que le creuset même de la tradition de la production de l'habitat et de la ville dans l'histoire longue a toujours été le meilleur moyen, le plus beau moyen qui soit de faire société, de faire ville. Et ça, on ne le fait plus. C'est des spécialistes. On est dans le paradigme industriel et technocratique, complètement. Et on s'étonne. On parle alors maintenant de fracture sociale, de perte du lien social, de cohésion sociale, etc. Mais c'est normal. On traite la matière humaine, j'y reviens, comme l'industrie traite ses produits. Comment voulez-vous que ça fasse cohésion et que ça fasse société? Ce n'est pas possible. Mais ça, je crois qu'on ne s'en rend vraiment pas compte à quel point on est arrivé à un monde problématique de ce fait. De telles œuvres sont alors témoins de l'accord des... Voilà. Et ainsi, j'ai bientôt fini, et c'est ainsi par l'altérité et la résistance que le monde et les autres
tout ce qui est autre que nous. Alors, vous pouvez entendre autre comme le petit bébé qui, c'est à partir du moment, à la première frustration du sein de sa mère, commence à distinguer qu'il y a lui et le reste du monde, et que lui souffre d'être séparé du reste du monde. Vous voyez, toutes les premières notions, c'est moi et le grand autre, hein, nous et le monde. Et ça, c'est une distinction fondamentale, et c'est au fondement de notre existence, et donc de notre problème existentiel aussi. Donc, et c'est ainsi par l'altérité et la résistance que le monde et les autres, tout ce qui est autre que nous, opposent à notre volonté que seulement nous existons. Par eux, contre eux, c'est pas contradictoire. Hein, moi, je disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'étais au bout de la métaphore de l'amour, du corps à corps amoureux. Mais c'est parce qu'il y a une résistance, s'il n'y avait pas de résistance, il n'y aurait pas de possibilité. Donc c'est vraiment indissociable, c'est dans un même mouvement. Donc, par eux, contre eux, dans un corps à corps avec la terre, avec la matière, par une communion par les corps, avec tout ce qui nous résiste et dont nous tirons proprement notre volupté de vivre. S'il n'y avait pas ça, la vie serait... On serait des ombres, comme dans le Palinos, encore une fois, de Valéry, où Socrate et Phèdre... oui, c'est ça, c'est Socrate et Phèdre, qui discutent dans l'ombre, dans les ombres, parce qu'ils sont morts. Vous avez vu les ailes du désir ? C'est la même métaphore. On n'existe pas, mais c'est triste à mourir, les anges qui sont hors du monde. Et donc il y en a un qui craque et qui veut passer de l'autre côté, même si à peine il est de l'autre côté, il a froid, il a mal au ventre, il a des angoisses, il se prend un café chaud. Et tout ça, si vous voulez, c'est quand même... bon, donc la vie, c'est mieux que l'au-delà. Grâce à la matière. Grâce à la matière, là on nous vend la possibilité de transposer nos âmes sur le disque dur. Il y a un récit qui essaye de se développer comme ça, dans une certaine aile du transhumanisme. Ah oui. Ça semble parler aussi d'une détestation du corps et de la matière. C'est-à-dire que les mythes du transhumanisme, du post-humain, etc., ce sont des mythes totalement techno qui cherchent une fuite, à mon avis. J'espère que ça reste une sorte de comble marginal qui ne se développera jamais complètement, contrairement à ce que... Parce qu'on est au bout d'un processus, on est au comble d'une sorte de mythe de modernité technocratique et qui perd pied, c'est le cas de le dire, avec le monde, avec la résistance des choses, avec les corps, avec la matière, avec l'œuvre, etc. Après, le transhumanisme, je ne crois pas qu'ils reconnaissent l'âme, parce que l'âme, au fond, c'est quand même ce qui est au plus proche du corps. Donc, particulièrement, l'âme, c'est un. L'âme est une et multiple à la fois, c'est celle qui fait l'unité du corps. Alors, ça me paraît assez, mais peut-être je ne suis pas au courant, mais ça me paraît assez incompatible avec la philosophie profonde du transhumanisme qui cherche la réduction technologique. Et donc, dans une machine n'a pas d'âme, c'est parce qu'elle est mécanique. Hein. Donc, mais oui, il y a une fuite comme ça dans la technique. Il y a un mythe de la technique. L'intelligence artificielle, c'est quand même terrible. Les smart cities, tout, on veut que tout devienne intelligent. Mais pourquoi ? Parce que nous, on commence à douter de notre intelligence, mais à tel point qu'on finit par se tourner aujourd'hui vers la technologie en pensant que nos machines vont être plus intelligentes que nous. Ah ouais, mais est-ce qu'elles ne vont pas se révolter contre nous ? Mais en même temps, on doute de nous et on plonge dans le mythe d'une sorte d'intelligence artificielle, qui serait plus intelligente que nous, qui vont régler tous nos problèmes. Est-ce qu'on aura encore le droit de vote ? Non, mais c'est un délire, c'est grave, parce qu'alors qu'aujourd'hui, pour moi, le diagnostic que je fais, et je plaide, je ne sais pas si j'ai des étudiants qui m'ont subi ici, mais moi je plaide pour, mais on a développé à partir de la nature, l'évolution, etc., par la réflexion, la conceptualisation, on développe la technique. Et pendant très longtemps, la technique
au travers des cultures, était au service de notre nature, de la santé, etc. Mais aujourd'hui, elle est devenue hégémonique et on est à une époque où, objectivement, on a une espèce de renversement où la nature est assujettie à la technique. Je prends nature et technique en un sens très large. Généralement, j'emploie les mots grecs physis, techné, parce que c'est plus précis, parce que les mots sont tellement chargés, mais enfin bon, je pense qu'on se comprend quand même si je dis nature et technique. Et aujourd'hui, on est arrivé, dans notre esprit, dans notre culture, si on veut parler encore de culture, à une domination de la technique sur la nature, et on a complètement renversé ce qui est au fondement de toute culture, qui est l'inverse, c'est-à-dire culture, c'est colere, c'est le verbe latin d'origine, si vous voulez, c'est fondé sur l'attention, le soin que l'on porte à ce qui est sacré. Au man, donc, ce qui est sacré, c'est ce qui est indéfinissable, ça peut être la nature, la vie, ce qui est autonome, ce qui se développe par soi, ce qui est la définition de la physis. Physis, c'est le mot nature en grec ancien. C'est donc ce qui est par soi-même. Donc, c'est le soin apporté à ce qui vit. Bon. C'est ça le sens initial de la culture. Et c'est donc, si on est dans une culture, tous nos moyens techniques devraient être au service et prendre soin de ce qu'est la vie, de la vie, natus, la naissance, natus, nature, on retrouve ça. Et aujourd'hui, il y a tout lieu vraiment de se poser sérieusement la question, est-ce qu'on n'est pas dans un renversement complet où on assujettit la vie, la nature, à nos impératifs techniques, technostructurels, technocratiques, et on est dans un espèce de renversement, objectivement dans le domaine que je connais mieux, c'est-à-dire celui de l'urbanisme. C'est terrible, on est vraiment dans ce renversement. Et quand on travaille beaucoup dans la participation, je dis toujours, mais c'est terrible, on se réunit autour d'une table avec les aménageurs, les opérateurs, les architectes, les urbanistes, etc. Et les contraintes sont telles, financières, normatives, etc., qu'à la fin, la question des habitants, mais attendez, si vous mettez ça en plus sur la table, on ne s'en sort plus. Donc on ne parle pas des habitants. Forcément, on a les normes pour ça. Parce que les normes ont défini les conditions pour être heureux jusqu'à la fin des temps, c'est écrit dans les livres. Bon. Donc les normes se sont substituées à l'écoute de la vie, et on s'enferme dans des délires, parce que je m'arrêtais là-dessus, mais le délire normatif dans le bâtiment et dans l'habitat, c'est vraiment fou. Et tout le monde le sait. La responsabilité, tout le monde dit oui, c'est vrai. Je déjeunais avec un promoteur social hier. Enfin bon. Et oui, mais pour lui, c'est évident. C'est devenu impossible, les architectes. Mais oui, c'est pas possible. Tout le monde sait que c'est pas possible. Mais on continue. C'est comme le climat. On sait que c'est pas possible. Mais on continue. C'est quand même. Il y a un moment donné où c'est. Bon. Je déborde un peu la réponse sur le transhumanisme. Mais le transhumanisme, ça me paraît être une folie. Est-ce que c'est pas le joug aussi d'une tentative absolue de l'innovation? Tout le temps innover, tout le temps... Mais l'innovation en soi, c'est pas mauvais en soi, au contraire, il faudrait innover toujours. Mais non, mais c'est surtout le rêve technologique, quoi, le paradigme technique, l'idée que la techné, comment dire, on finit par confondre. Encore une fois, je vais prendre des exemples dans mon domaine, mais il y a un architecte qui dessine des villes entières avec des maisons qui ressemblent à des arbres. C'est-à-dire qu'il confond le mode de production de la nature et le mode de production de la technique. Et il s'imagine qu'on va fabriquer des arbres. Mais il n'a pas compris que c'était vraiment deux choses absolument irréductibles, enfin incommensurables. La techné, la physis, la nature, la vie, l'indéfinissable de la nature. Parce que si on en nature, nous on parle des arbres, les petits oiseaux, les espaces verts, etc. Non, mais la nature au sens de natus, de la naissance, c'est quelque chose d'absolument... L'essence même de la nature, ce que les Grecs entendaient par physis, c'est indéfinissable, j'allais dire presque. La définition que je cite très très souvent d'Aristote,
il dit, relève de la physis, de la nature, ce qui trouve en lui-même, en soi-même, le principe de son mouvement et de son repos. C'est l'autonomie. Donc souvent je dis aux étudiants, tu trouves le principe de ton mouvement et de ton repos? Si ce n'est pas le cas, tu es un zombie, ou tu es un robot, mais tu n'es pas nature. Et entre ça et l'erreur fondamentale de Descartes, qui est un immense esprit, mais qui nous a engagés dans une voie absolument catastrophique, c'est d'avoir mis de côté la différence fondamentale qu'il pouvait y avoir entre un être de nature et un automate, une machine. Et de dire que l'être de nature est réductible à une machine. Alors là, ça, c'est une chose absolument terrible. Tout à l'heure, tu parlais de l'industrialisation comme quelque chose d'un peu méprisable, mais en fait, j'ai l'impression, c'est même à peu près sûr, elle est quasiment inévitable. Elle n'est pas méprisable, elle est méprisante. Oui, méprisante. C'est pas pareil. Elle est inévitable, on constate qu'elle est quasiment inévitable, puisque dans les temps très anciens, même préhistoriques, la fabrication d'objets non, mais les Romains, par exemple, à Toulouse, on a retrouvé une brique qui avait un nom de fabrique, Sabrius, je crois. Donc ça veut dire qu'à l'époque, déjà, le moule était fait, parce que la brique, c'était vraiment utile, c'était pas bon. Non, le paradigme industriel, je veux te dire. Le paradigme industriel, donc c'est pas pareil. Chose, quand même. On essaie de faire... Mais il a été engendré initialement par la conception platonicienne de la ville. On est déjà dans l'industrie. Tu as raison, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Non. C'est pas nouveau. Là, l'histoire, elle n'est pas si... on la schématise. En réalité, oui, tu as raison. Mais pas la pierre taillée des premiers... Là, il ne faut pas exagérer. Oui. Le paradigme industriel, c'est quand même quelque chose de très... qui peut se définir précisément. Alors après, comme je dis souvent, Goethe dit tout est nature, le plus innaturel aussi est nature, qui ne la voit partout ne la voit nulle part. Ça veut dire que la technique elle-même est une œuvre de nature. Évidemment, c'est nous, c'est notre nature qui engendrons, c'est notre production d'esprit. Donc il ne faut pas faire comme le Dieu et diable. Vous savez que le diable dans la théologie est issu de Dieu, c'est un ange révolté. Et en réalité, le diable est beaucoup plus proche de Dieu que dans la théologie. Bon, là, c'est pareil. C'est-à-dire, il ne faut pas imaginer, je ne diabolise pas la technique non plus, il ne faut pas, quoique je suis pas un peu technophobe sur les bords, mais il faut bien voir que la technique est une œuvre de la nature. Nous sommes les créatures créatrices. Ça n'est pas une damnation, c'est pas tout à coup l'homme devient créateur et c'est la fin du monde et c'est parce qu'il a été chassé du paradis et que c'est diabolique. Non, c'est évidemment un processus de continuité de l'évolution naturelle qui tout à coup a développé en nous une faculté de feedback, comme disent les Anglais, c'est-à-dire de réflexion et de possibilité de conceptualisation, etc. Pourquoi faire? Pour engendrer des moyens techniques. Donc, tout ça s'inscrit dans une continuité. Donc, il ne s'agit pas de les opposer, de les hypostasier, on dit, ça veut dire de faire des entités complètement comme ça, et complètement, radicalement opposées. Non, non. Mais par contre, ce que tu disais sur la perte des... Comment dirais-je, la technique trop... C'est un ingénieur, lui. Il ne le laissait pas trop parler, quand même. Mais... Oui, mais justement, moi, quand l'informatique est arrivée sur le dessin industriel et sur le dessin d'architecture, moi, je me suis révolté, quoi. Et j'ai continué à... Bon, j'en vivais pas complètement, mais quand même, je dis non, je veux pas de ça, je veux pas de ça. Moi, je pense qu'il faut toujours se poser la question de l'outil, de la technique. Dans quelle mesure cet outil ou cette technique ou cette technologie peut servir la vie? C'est ça l'obsession qu'il faut avoir. À partir du moment où on renverse les choses, mais on se tire une balle dans le pied, c'est le cas de le dire. Ça, c'est pas très... Ça ne sert pas à la vie de se tirer des balles dans le pied. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Mais on ne se rend pas compte, mais on est arrivé à un système d'hégémonie du monde technique, et on dit on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix, parce que si on ne planifie pas, ça va être le foutoir. Et surtout, c'est le réflexe fondamental de la raison planificatrice, de la raison des lumières. Sinon, c'est le chaos. L'ordre ou le chaos. En général, c'est moi ou le chaos. C'est celui qui met l'ordre, parce que l'ordre, il n'y en a qu'un seul. C'est celui qui commande. Moi ou le chaos. Les grands... Voilà. Marie. Oui, à propos de matière, je pense qu'il y a aujourd'hui quand même une prise de conscience importante sur cette question de la matière, Oui. qu'on a beaucoup gaspillé à Oui. tous les niveaux. Oui. Du pétrole, des arbres, la terre qu'on a polluée, et comme si c'était quelque chose d'éternel. Oui. Et je pense qu'il y a une Illimité. conscience aujourd'hui qu'effectivement, ce que tu dis, on est bien tous sur la même planète. Il n'y en a pas une autre pour mettre nos poubelles. Donc ça va être nos poubelles bientôt, notre matière première. Construire pour se fringuer, etc. Mais, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est, par exemple, dans les matériaux du bâtiment, tu vois, la notion de cycle de vie des matériaux, qui est de plus en plus, qui rentre de plus en plus justement dans l'appréhension qu'on a d'un bâtiment, dans un projet de bâtiment, et bâtiment vertueux, on va essayer justement d'étudier, de revenir sur la matière et de voir d'où elle vient et en quoi cette matière-là va pouvoir être réemployée justement dans un cycle de vie où finalement je ne vais pas en faire un déchet. L'économie circulaire. Stocker quelque part et au contraire travailler sur le réemploi. Et ça c'est quand même... il se passe quelque chose maintenant qui est l'aboutissement de ce gaspillage industriel, de cette espèce de notion, de toute puissance, de surpuissance de l'humain, de la pensée humaine, de la technologie sur le monde. Et là, on se rend compte que il y a un retour de bâton, retour de manivelle qui est énorme et qu'il va falloir revenir sur cette notion de matière, de temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps là pour changer les choses par rapport au changement climatique. Donc il y a je crois, l'économie circulaire est très très importante. Cette urgence, il y a une urgence climatique, il y a une urgence à changer les choses. Alors, il y a un déni aussi, c'est sûr, mais je pense qu'on est dans quelque chose là qui bouge dans ce sens-là. Il y a deux choses qui n'ont rien à voir, mais auxquelles tu m'as fait penser. Les gens qui se disent on ne va pas changer de planète, mais il y en a qui pensent changer de planète, ceux qui ont les moyens. Ils peuvent fantasmer. Mais c'est très grave. Mais c'est très grave, parce que ça, c'est ne pas prendre conscience que nous ne sommes que si nous sommes ensemble. Et par quoi nous sommes ensemble? Parce que nous partageons la Terre. Et ça, c'est très grave, les gens qui... Et ça, c'est un drame de notre époque. Là, c'est en train de foutre le camp. Moi, je suis très inquiet, les mentalités. Après, sur l'histoire effectivement, l'économie circulaire, c'est fondamental de revenir à une... Comment dire, des développements de l'industrie, etc., qui soient toujours dans la réversibilité ou dans le recyclage ou l'économie circulaire, etc. Et on a mis du temps à s'en rendre compte, et c'est pas fait encore. Il y a encore les plastiques sur les océans, on ne sait pas comment les traiter, on ne sait pas comment les... Enfin voilà. Mais on commence petit à petit à en prendre conscience, au moins sous nos latitudes où on a un peu de marge de manœuvre. Mais d'où ça vient, ça? Parce que je disais tout à l'heure, c'est notre culture qui a engendré ça. Moi, c'est clair pour moi. Quand on fait la généalogie de la culture occidentale, c'est elle aujourd'hui qui est dominante dans le monde. Pas parce qu'on est les plus intelligents ou les plus sages, loin de là, c'est parce qu'on avait les meilleurs fusils, quand même. On savait utiliser la poudre, que les Chinois faisaient des feux d'artifice. Enfin, je prends une figure habituelle, mais... Et donc, notre culture a été une culture qui a privilégié l'assujettissement des moyens aux fins. On se donne une fin et on y assujettit, la fin justifie les moyens, comme on dit, les fins, les moyens. Donc on détruit les moyens pour atteindre un but final, c'est-à-dire il n'y a rien après. Et on est dans ce schéma de pensée, dans le monde du technique depuis très longtemps, puisque, je vous le disais tout à l'heure, Aristote disait « la nature agit en vue d'une fin ». Donc il pensait prendre la leçon de la nature en visant la fin. Mais cette fin fait qu'on ne pense pas après, et on ne pense pas du tout cycle. Et c'est ça, ça nous mène dans le mur.
c'est le cas de le dire. Hein. Et tout ce qui... les déchets nucléaires, le plastique dans les océans, tout ce qui en réalité pose des problèmes dont on n'a pas aujourd'hui de solution pour revenir, c'est une chose assez... il y a des raisons de s'angoisser de ça, puisque on est sur un chemin, tant qu'on ne réalise pas que... tant qu'on continue à penser, on dit aujourd'hui à penser en court terme. En fait, tout le monde pensait comme ça au XXe siècle, tout le monde pensait comme ça, hein, il n'y a pas longtemps. Hein. Donc il faut arriver à s'en sortir, ça c'est sûr. À penser, comme dit, il y a des formules pourtant qui ne sont pas nouvelles. Kant, qui dit des choses, il est très pénible à lire, hein, je vous l'accorde, parce que je suis vraiment quand il dit Kant. Mais quand on se donne la peine, il dit des choses extraordinaires. Il dit par exemple qu'il faut, alors ça c'est dans la philosophie morale, il faut voir en l'autre toujours une fin en soi et non un moyen. Jamais voir en l'autre le moyen d'atteindre une fin. Mais c'est-à-dire que l'autre est une fin en soi. Hein. Chaque être détient la fin en lui-même. Bon. Etc. Donc ça, c'est très important. Et un arbre, il dit, l'arbre, il est la fin et le moyen de lui-même. Qu'est-ce que vous voulez distinguer? Quelle est la fin de l'arbre? Quelle est notre fin à nous? La mort, c'est pas... Bon, c'est comme but, c'est un peu triste. Donc, en fait, on pense avec un schéma intellectuel, culturel, des moyens assujettis à des fins et on vise toujours la fin, mais en réalité, tout dans la nature est dans un paradigme tout à fait différent, qui est toujours cyclique, dynamique, réversible, circulaire, etc. Je voulais juste intervenir pour essayer d'introduire dans cette espèce d'explication du monde et cette nécessité de reprendre contact avec la matière, avec le temps, etc. C'est l'effet dévastateur du paradigme technique et du siècle des Lumières, etc. C'est démultiplié avec la question du développement économique et de l'importance de l'économie dans le fonctionnement de nos sociétés. Et les normes dont tu parlais tout à l'heure, c'est à la fois l'illusion de pouvoir régler une bonne fois pour toutes un problème avec une solution normative qui va éviter d'autres problèmes, etc. Mais la réalité, c'est que les normes, l'économie s'en est emparée. Et du coup, ces normes-là servent elles sont fabriquées et elles servent aux personnes qui veulent s'approprier la fabrication ou la vente d'un certain nombre de produits. En fait, la réalité aujourd'hui, c'est que l'économie, par la privatisation du vivant aussi, par tout un tas de biais, fait intrusion dans nos vies et dans nos sociétés d'une manière très très violente et nous empêche justement de pouvoir facilement retrouver le goût de vivre ensemble, parce qu'on est tous enfermés dans des boîtes et peut-être que tu devrais développer à ma place, mais cette question de l'économie dans le discours que tu fais manque à mon avis, parce qu'elle a un côté des multiplicateurs. Oui, mais l'économie c'est un peu comme tout le reste, c'est-à-dire il faut pas diaboliser l'économie. Non. Comme j'ai failli tout à l'heure, je voudrais réagir. Ce que tu disais me faisait penser à une chose quand même qui est importante, c'est ne pas tomber dans une sorte de machiavélisme symbolique où les arbres et les petits oiseaux. Je prends des caricatures, mais c'est pas ce que tu disais. Hein. Je dis, ça m'a fait penser. Non.
Les arbres et les petits oiseaux, c'est bien. La ville et les méchants hommes, c'est mal. Bon, en fait, c'est beaucoup plus... C'est pour ça que moi, j'essaye de faire un travail un petit peu de fond. Et c'est pour ça que j'ai fait un bouquin que je n'ai pas là, mais qui s'appelle « La nature de la ville ». Eh bien, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai un mal fou. Généralement, les gens ou la presse, ou quand ça circule, ils entendent la nature dans la ville, ou la nature et la ville, ou la nature contre la ville, mais la nature de la ville, non. Et pourtant, pour moi, c'est une question peut-être une des plus importantes, j'oserais presque dire plus importante que la forêt amazonienne, qui est de changer nos modes de production de l'urbain, parce que d'abord, les villes, c'est absolument un phénomène énorme à l'échelle de la planète aujourd'hui, et que c'est dans les villes que l'on vit, que les hommes vivent, et que les hommes, c'est quand même la nature aussi. Et donc, il faut, je pense, essayer de revenir à qu'est-ce que la nature, au sens fondamental du terme, et où est-ce qu'on trahit la nature. Il y a un type que j'aime beaucoup, qui est formidable, qui s'appelle un préhistorien, c'est pas le prince Ringuet, c'est le fameux de la grotte de Pincemin, le roi Gourand, ça y est, je suis fatigué là. Donc, André Leroi-Gourand, qui est un type vraiment formidable, et il dit c'est le jour où la nature s'éloigne, l'homme s'éloigne de la nature, c'est la maladie des civilisations. Enfin, il y a un moment donné où il dit il y a quelque chose, c'est pas la citation n'est pas tout à fait juste, mais c'est à peu près ça. Il dit il y a un moment donné où il y a un divorce, un moment donné. Et c'est la maladie des civilisations, il a dit. Hein. Il y a des gens qui opposent aussi, Spengler, pour un philosophe allemand, qui oppose les époques de culture et les époques de civilisation. Si on reprend culture au sens de l'étymologie dont je parlais tout à l'heure, la culture, on est encore avec une technique qui est au service de la physis, de la nature. Mais quand on passe à la civilisation, alors c'est l'ordre qui commence à présider, c'est les tracés, enfin c'est la technique dans une vision platonicienne. Franchement, hein, vous lisez La République et les lois chez Platon, c'est ça, qui impose un ordre au vivant et qui l'assujettit. Et ça, moi, je pense que c'est... Donc, en réalité, toutes ces questions sont piégeuses. Il faut faire très attention à arriver à discerner derrière où est l'ordre de la nature, de la vie, si vous voulez, on n'a pas qu'à parler de la vie, et puis ce qui est contre la vie. Pour ce qui est de l'économie, c'est un peu pareil. Économos, ça veut dire gérer étymologiquement. C'est toujours intéressant de revenir, parce que finalement, on pense avec des mots, donc il faut savoir d'où ils viennent. Bon. Donc c'est gérer l'économie de la maison. Hein. Oikos, c'est la maison, nomos, c'est la loi. Donc la loi de la maison. Comment on gère la maison? Mais on peut très bien, c'est encore une manière de disque dur, enfin c'est notre disque dur, c'est comment on fonctionne. On peut avoir des visions très différentes de ça. On peut avoir une vision complètement accumulatrice, complètement à courte vue, destructrice de l'environnement, etc., pour une économie familiale prédatrice, non circulaire, non renouvelable, etc. Et là, on détruit tout. Mais on peut aussi avoir une vision d'une économie circulaire, cyclique, qui crée du mouvement, de la circulation. Et la circulation, c'est quand même ce qui nous unit aussi, c'est-à-dire c'est la dynamique, c'est tout ce qui circule. L'économie, le commerce, etc., c'est ce qui fait qu'on vit ensemble. L'échange, hein, l'échange, c'est absolument fondamental. Donc, là aussi, c'est pas facile de condamner l'économie. Il faudra arriver à définir quel est le type d'économie ou les concepts fondateurs d'une certaine vision économique qui sont dévastateurs et ceux au contraire qui... Voilà. Le capital aussi, c'est pareil, c'est compliqué parce que le capital, moi j'ai tendance... Simmel que je citais tout à l'heure, il a écrit une philosophie de la modernité, une philosophie de l'argent, alors bon, c'est assez...
épais, je vous avouerai que je n'ai pas tout lu, mais où il reprend une sorte de métaphore qu'on a vu circuler au XIXe siècle, enfin, où il dit finalement l'argent c'est un flux, et l'argent c'est une forme de divinité, c'est une forme de notion. C'est quoi l'argent? Au départ c'était de l'or ou des pièces, mais maintenant c'est quoi? C'est du numéraire pur, c'est du flux numérique, financier, totalement abstrait. C'est quoi? C'est comme s'il y avait des sortes de concentration, c'est comme si on imagine, dans la métaphore une sorte de concentration psychique généralisée du monde et qui atteint des tensions, des hauteurs très importantes par les phénomènes de masse financière et qui vont créer des bulles financières là, et qui bougent complètement. Hein, en s'investissant comme les Chinois qui achètent l'aéroport et qui le revendent 3 ans plus tard. Bon, tous ces phénomènes-là, en fait, il y a une espèce de mobilité de la finance. Eh bien, est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est le mal absolu? Moi, j'en suis pas convaincu. Je pense qu'il y a des problèmes de régulation, certainement, mais il faut voir aussi que ça peut participer d'une certaine nature d'un équilibre, parce que finalement les investissements financiers vont aller là où ça bouge, là où ça vit. Donc on pourrait parfaitement faire un parallèle avec le psychisme humain, hein, qui se concentre d'une manière très très aiguë, quelquefois trop, hein, on peut les plombs quelquefois, et puis qui va, hop, là, qu'on commande et qui va là où il en faut. Je ne suis pas très clair, mais ce serait un peu plus fastidieux d'essayer de rentrer dans tous les développements de cette vision-là, de cette métaphore. Mais le capital en soi, moi je pense que la concentration capitalistique, c'est difficile d'aller contre. Moi je suis par contre très convaincu que small is beautiful, comme on dit, et qu'il y a des conséquences à la concentration financière qui est très problématique. Mais il faut essayer de résoudre. Il y a un type au XIXe siècle que j'admire beaucoup personnellement, qui est Léon Walras, que je cherche toujours à réhabiliter parce que c'est l'auteur de la théorie générale de l'économie, donc c'est le diable, parce que les néolibéraux ont récupéré cette théorie de l'équilibre général, c'est-à-dire mise en équation Mais Walras, c'est d'abord le théoricien des associations de crédit et de consommation. C'est le grand théoricien économiste de la coopération, des coopératives ouvrières, de crédit, de consommation. Et c'est le grand théoricien de l'impôt sur le revenu aussi, à une époque où personne n'y pensait. Hein. Et ce sont deux grandes théories, et puis la troisième, c'est son équilibre général. Bon, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est lui qui a théorisé les SA, les sociétés anonymes, la possibilité de réunir beaucoup de financements, mais avec des petits actionnaires, de sorte de respecter la multiplicité, la différence et en même temps les moyens des investissements importants. Donc, chercher des équilibres, enfin pas des équilibres, mais des solutions, en fait, qui concilient toujours la grande difficulté, unité-multiplicité. Arriver à faire que nous soyons qu'il y ait une unité, un équilibre général, et qu'il y ait cependant une possibilité de multiplicité et de liberté des acteurs, de l'ensemble des acteurs, et de liberté. Donc, dans les coopérations, dans les coopératives par exemple, je termine là-dessus parce que c'est illustratif de ce type de dilemme. Une coopérative, on travaille dans l'habitat, mais c'est particulièrement dans l'habitat. Si vous réunissez quelques personnes, on fait une petite coopérative, mais elle n'a pas les moyens de se développer, la coopérative, d'engendrer de nouvelles coopératives, de promouvoir le modèle coopératif. Mais si elle a les moyens, à un moment donné, d'engendrer des modèles coopératifs, elle va s'étendre. Et il y aura toujours plus de coopérateurs. Et à la fin, ça va faire quoi? Le Crédit Mutuel, la Banque Postale. Vous savez que la Banque Populaire, c'est une coopérative. Hein, le Crédit Mutuel aussi. La Matmut, la Maïf, enfin voilà, ça c'est connu. Mais ça, c'est l'économie sociale du 19e siècle. Hein. Mais moi, je sais, je dois être au 50e mail qu'on m'envoie pour voter pour une mutuelle. Et je culpabilise un peu. Et puis à un moment donné, j'ai pris mon truc, je me dis quand même, je vais voter. Puis je regarde, je dis, mais je ne sais pas pour qui je vais voter. Je ne vais pas voter positivement pour des gens que je ne connais pas.
Je dis non, je ne vote pas. Mais c'est quand même... Et en fait, ça a pris de telles dimensions, si vous voulez, que ça n'a plus rien de coopératif. C'est devenu complètement abstrait. C'est pas vrai qu'il y a de la vraie coopération. Donc, je résume. Si c'est petit et ça reste petit, c'est vraiment coopératif, mais il n'y a aucune puissance de développement. Et si vous développez, c'est plus coopératif parce qu'on perd tout ce qui est l'essentiel de la coopération. Ça, c'est un dilemme. Alors, comment le résoudre? Eh bien, il faut arriver à trouver une ingénierie qui concilie l'unité et le multiple. Voilà. C'est compliqué la vie. C'est compliqué la vie, mais je pense qu'il faut éviter le manichéisme dans tous les domaines et la simplification. C'est pour ça que c'est jamais inutile quand même de réfléchir. Je me rassure de réfléchir un peu. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.